à événement exceptionnel, émission exceptionnelle. Retour gagnant change de décor cette semaine et se retrouve dans celui du Rolex Paris Masters dans son nouvel écrin de La Défense Arena. On va vous emmener dans les coulisses de cette belle et grande salle avec Tom Morel qui connaît tout par cœur. On aura aussi les premières impressions de joueurs. On a rencontré Luca Van Hache qui a joué ici en qualification et il va nous raconter. Et enfin, on fera un point avec Camille Pin sur le tennis français en cette fin de saison. Mais avant, je vous emmène à l'entraînement. Alors les coulisses du Rolex Paris Masters de la Défense Arena, c'est ici que ça se passe. D'abord au Centre National d'Entraînement où le Rolex Paris Masters a mis à disposition des joueurs 3 cours d'entraînement dans exactement les mêmes conditions que ceux de la salle de la Défense, même revêtement, pour qu'ils puissent s'entraîner en plus du cours d'entraînement dont ils disposent dans la salle de la Défense Arena. Et justement, on a croisé un joueur ici qui a pu jouer à la Défense Arena et qui nous a donné ses impressions et aussi les différences avec l'ancienne salle de Paris. Avec Luca Van Hache, donc le Français de 21 ans, qui nous fait le plaisir d'être l'invité de Retour Gagnant. Lucas, il n'y a pas très longtemps, tu es allé remporter le Challenger d'Olbia en Italie. Ça faisait un petit moment que tu n'avais plus remporté de titre, un peu plus de 2 ans il me semble. Comment tu as vécu la joie de retrouver la victoire ? Ouais, c'est sûr que j'étais très content de gagner le tournoi à Olbia. Ça faisait 2 ans que je n'avais pas gagné un Challenger, donc ça fait du bien de finir une semaine invaincu. Et voilà, il s'est passé beaucoup de choses durant ce tournoi et voilà, c'était une grande émotion en tout cas de gagner à Olbia un 4e Challenger. Beaucoup de choses, tu peux nous raconter un peu? Il y a eu pas mal d'émotions, il y a eu des grosses batailles aussi, notamment en finale. Ouais, c'est sûr, j'ai eu beaucoup de matchs compliqués dès le premier tour. J'ai joué contre des bons joueurs, j'ai regagné à top 100 pour la première fois depuis de longs mois. Et en finale, ouais, j'ai joué Carreno Busta qui a été top 10 et j'ai joué je crois 3h30. Donc c'était un match vraiment très disputé et c'était une semaine très dure. J'ai eu beaucoup de matchs compliqués mais j'ai réussi à rester très bon dans les moments importants, donc je suis très content de ça. Carreno Busta, il faut s'attendre à jouer longtemps en général. Exactement. Il y avait eu cette glissade au classement justement après un petit peu cette traversée du désert pendant un peu plus de 2 ans. Là tu retrouves la 165e place mondiale. Comment tu as vécu cette glissade ces derniers mois? Ouais, c'est sûr que ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments où voilà, c'est parce que j'ai perdu des matchs et des moments c'est parce que j'étais blessé donc j'ai pas pu jouer. Mais c'est sûr que voilà, c'est pas facile quand je suis rentré dans les 100 très jeune et après tu découvres un peu tout un nouvel environnement et tu commences à perdre plus souvent que tu gagnes alors que c'était pas trop le cas depuis que j'ai commencé le tennis depuis que j'étais tout petit. Donc voilà, il s'est passé beaucoup de choses mais voilà, le chemin était dur mais c'est pour ça qu'on profite beaucoup plus des moments quand on gagne. Tu avais mis des choses particulières en place, tu as essayé de changer des choses pour revenir ou c'est juste une mécanique, une fois qu'on gagne un match, ça s'enclenche Ouais, non, je pense que oui, c'est sûr que de gagner des matchs après ça donne de la confiance donc ça aide en tout cas à gagner plus de matchs après. Après j'ai surtout travaillé sur mon jeu et pas trop mettre d'énormes attentes et pas mettre trop de pression sur les matchs. Donc travailler sur mon jeu, sur mon investissement en tout cas sur chaque match, retrouver le plaisir de combattre chaque point et c'est ce qui a fait ma force en tout cas sur ce tournoi-là et que je dois continuer à garder pour la suite. Tu faisais partie des grands espoirs du tennis français tôt, à 19 ans, tu es 63e mondial, c'est ton meilleur classement, tu es la même génération qu'Arthur Fils. On vous a forcément beaucoup comparé, tu l'as battu en finale de Roland Garros Junior. Quel regard tu portes sur les trajectoires différentes que vous avez pu avoir justement ces 2 dernières années? À un moment vous étiez sur la même dynamique et puis là c'est pas tout à fait les mêmes trajectoires. Comment tu vis toi ça? Ouais, c'est sûr qu'Arthur il a eu un début de carrière en tout cas incroyable. J'espère évidemment qu'il ira beaucoup plus haut et qu'il reviendra très fort l'année prochaine. Après, chacun a des trajectoires différentes, des carrières différentes. Arthur, il a directement percé, il est monté très haut. Moi, j'ai eu des petits problèmes pour revenir. Après, le but, c'est que à la fin de carrière, on fasse entre guillemets les comptes à la fin de carrière. Après, si tu es top 10 à 20 ans, bravo pour toi. Et si top 10 à 30 ans, tu resteras quand même top 10. Donc chacun, je pense, a des carrières différentes. Maintenant, il y en a qui percent plus tard, d'autres plus tôt. Et puis le but, c'est d'y arriver à la fin de ta carrière.
Tu as pu échanger avec lui récemment, avec Arthur, parce que vous étiez de la même génération, vous vous êtes beaucoup côtoyés sur justement ce qui se passe dans vos carrières respectives, des conseils Ouais, bien sûr, je l'ai toujours eu par message de temps en temps dans l'année. Je l'ai moins vu parce que du coup, j'ai pas fait les mêmes tournois que lui. Puis après, surtout, il n'a pas beaucoup joué depuis ces derniers mois. Je l'ai vu là il y a quelques semaines, je crois la semaine dernière. Et voilà, on a un peu pas discuté un peu pour savoir aussi lui comment ça va parce que moi, voilà, exactement. J'ai eu des moments compliqués voilà, avec des blessures, des défaites, mais lui, ça fait vraiment très longtemps qu'il n'a pas joué, donc je pense que mentalement aussi, ça va pas être facile. Mais voilà, je sais qu'il s'entraîne dur pour revenir très fort l'année prochaine. Tu parlais de joueurs qui peuvent percer un peu plus tard. On a vu des grosses perfs de Français cette saison et qui ne sont pas forcément dans les plus jeunes, les Rinderknecht, Bonzi, Corentin Moutet, Terence Atman aussi. Quel regard tu portes toi sur leur trajectoire, sur les matchs qu'ils ont pu gagner cette année? Ça booste aussi de voir les collègues gagner comme ça? Ouais, c'est sûr. Après, je pense que Terence et Corentin, ils sont encore assez jeunes. Oui. Mais bon, on voit toujours des joueurs français voilà, qui percent sur le plus tard. On a vu Arthur Rinderknecht, même Benjamin Bonzi, voilà, Alexandre Muller qui sont quand même sur une dernière partie de carrière et qui voilà, c'est le moment où ils traversent voilà, les tableaux, les victoires. Et je pense que voilà, ça donne aussi beaucoup d'espoir. Je pense à plein de joueurs qui pensent voilà, 23, 24 ans, je ne suis pas encore arrivé, c'est trop tard. Ben non, maintenant je pense que le tennis d'aujourd'hui, pour réussir très tôt, voilà, il faut être vraiment des extraterrestres, comme on peut voir Alcaraz, Sinner, mais sinon la moyenne, je pense maintenant des joueurs qui sont dans le top 100 est assez tardive. Donc voilà, il faut juste travailler dur et après, quand tu prends en maturité et que voilà, à force de travailler, après tu vas progresser dans ton jeu. Donc ta chance viendra, même si c'est plus tard. Il faut être patient. Toi, tu as percé très tôt justement et tu as monté les échelons, le top 100, tu te rapproches du top 50. Et puis après, on est stoppé. Comment on met des choses en place pour se dire, bon, là, il faut que j'attende, mais ça va revenir. Tu t'es entouré de personnes pour travailler là-dessus Ouais, c'est sûr. Je pense qu'après, c'est surtout aussi d'approfondissement personnel aussi un peu. Voilà, c'est vrai que j'ai eu la chance de rentrer dans le top 100 très jeune. J'ai la chance parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui arrivent aussi jeunes. Voilà, la norme, comme je disais tout à l'heure, c'est souvent plus tard. Donc après, voilà, il faut aussi accepter, prendre le temps, être plus patient, aussi savoir un peu les difficultés qu'il faut pour remonter dans le top 100. C'est sûr que moi, j'en ai pas vraiment eu parce que quand tu arrives à 19 ans dans le top 100, voilà, tu as l'impression que c'est normal. Ouais, c'était pas très dur. Tu es monté à 19 ans, j'étais 60e. En 2 ans, je suis passé de non classé à 60. Donc maintenant, voilà, faut un peu aussi digérer ça et voilà, accepter que voilà, finalement, il y a beaucoup de difficultés pour arriver à ce niveau-là. Il y a une pression aussi en France quand on voit des jeunes joueurs arriver. Toi, tu as pu la ressentir ça, de se dire il va être hyper fort, il a été bon tôt et après, non, finalement, ça va un pas. petit peu, je pense que la période où avec Arthur on est monté très haut, c'était le moment aussi où voilà, le tennis français, voilà, il y avait un petit creux avec voilà, les anciens qui avaient été très forts, qui étaient plutôt sur une fin de carrière. Et je pense que voilà, il fallait un peu que aussi le public français voilà, il digère un peu toute cette partie parce que pour eux aussi, mine de rien, ils avaient l'impression que c'était normal d'avoir voilà, 3-4 mecs dans le top 15. Et au final, on ne se rend pas compte, mais d'avoir des joueurs de ce niveau-là, c'était incroyable. On est en plein Rolex Paris Masters dans cette nouvelle salle que toi tu as pu tester puisque tu as joué en qualification. Malheureusement ça l'a pas fait, mais on a envie, on est curieux d'avoir tes retours, les premiers retours des joueurs qui ont pu jouer dans cette salle par rapport à Bercy. Je crois que c'est complètement différent. Ouais, c'est sûr que c'est très différent. Moi, j'ai eu la chance de jouer les qualifications RPM cette année. Je l'ai su assez tardivement, mais voilà, moi, j'étais très content d'aller là-bas. Et c'est vrai que ça change beaucoup de l'ancienne salle à Bercy. Alors, le central, c'est dans le même style, mais surtout sur les autres cours qui sont quand même beaucoup plus grands. Voilà, il y a beaucoup plus d'espace. La hauteur aussi des terrains est très différente. Et même dans la partie joueurs aussi, ils ont vraiment fait un très bon travail et j'ai trouvé vraiment le nouveau stade vraiment magnifique. Ouais, sur les infrastructures aussi. Ouais, les infrastructures sont vraiment super belles, super grandes, super accueillantes. Je pense que les autres joueurs seront aussi très heureux de la nouvelle salle au RPM.
Tu étais curieux, toi, de voir ce que ça allait donner pour avoir connu la salle de Bercy? Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, je voulais voir un peu ce qu'ils allaient changer par rapport à Bercy. Voilà, tout le monde connaît Bercy avec les normes centrales, après avec les petits cours. Et cette année, vraiment, j'étais vraiment étonné. Je pense pas que ça allait être aussi grand. C'est vraiment très très grand. Il va y avoir aussi l'ambiance qu'on est curieux de voir, parce que c'était un peu la marque de fabrique de la salle à Bercy, le jeu de lumière, ce public qui faisait du bruit. Tu penses que ça a fonctionné dans cette nouvelle salle? Je pense que ça va continuer de la même manière qu'à Bercy. C'est vrai que Bercy, voilà, l'ambiance, c'était vraiment l'image en tout cas du tournoi, je pense. Et j'espère en tout cas que ça va continuer au RPM, mais il n'y a pas de raison que ça change. Là, sur les qualifications, la surface des cours, tu as eu des bonnes sensations, le public était présent aussi? Moi, j'étais pas l'année dernière à Bercy, mais on m'a dit que c'était très rapide, alors que cette année, c'est vraiment très très lent. Mais voilà, les cours sont vraiment très très beaux, il faut s'habituer un peu parce que le toit est vraiment très 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 haut. Oui. Mais sinon, voilà, j'ai eu beaucoup de public aussi à mon match, donc il y avait de l'ambiance, donc vraiment c'était super sympa pour moi. Malheureusement, j'ai perdu, mais c'était vraiment une belle expérience pour moi de jouer au RPM. Il y a une antenne aussi ici au CNE avec des cours d'entraînement spécialement pour préparer le Rolex Paris Masters. Ça aussi c'est sympa. Tu avais pu t'entraîner toi avant ton match de qualif? Ouais, je me suis entraîné la veille ici au CNE. C'est vraiment sympa d'avoir ces 3 cours ici. C'est vrai qu'à Bercy, les autres années, il n'y avait que 5 cours en tout, alors que maintenant, il y en a 5 sur le site à Nanterre et 3 ici au CNE, qui sont pareils que... Oui, avec le même revêtement, les mêmes conditions. Donc franchement, c'est cool. Je pense que pour les joueurs aussi, c'est plus agréable, c'est plus facile de s'entraîner. Donc je pense que j'attends les retours des autres joueurs, mais je pense qu'ils vont tous être très satisfaits. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? C'est quoi le programme pour cette fin de saison pour toi? La fin de saison, elle est vraiment très très proche. Il me restera 2-3 autres tournois. Je pense que j'irai jouer les qualifs à Metz et après faire un challenger à Lyon et à Bergame. Donc voilà, j'espère continuer sur ma lancée que j'ai pu commencer à Olbia et surtout prendre du plaisir sur le court et continuer à gagner des matchs cette fin d'année et aussi l'année prochaine. Il y a des objectifs de classement, retour dans le top 100 rapidement, ou tu te mets pas trop la pression là-dessus? Non, je mets pas trop la pression. Après, c'est sûr que chaque semaine peut changer. C'est vrai qu'il y a 2 semaines, j'étais 240, donc l'objectif c'était déjà d'aller en Australie et une semaine après, je me retrouve 160. Donc forcément, ça peut aller très vite. Bon, on a vu même l'exemple à Shanghai, tu peux être 200 et être 40 2 semaines après, mais ça va pas arriver souvent. Mais voilà, donc l'objectif c'est vraiment de prendre match par match, d'essayer d'avancer au classement et de revenir dans les 100 l'année prochaine. Eh ben, on te le souhaite. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous pour Retour Gagnant, Lucas Van Haschet. Allez, on a quitté le CNE et Roland-Garros. On est de retour dans cette aréna de la Défense où ça joue, là, sur les cours numéro 2 et 3. On va continuer le tour du propriétaire avec un journaliste qui connaît bien les lieux. Alors, je suis avec Tom Morel de la rédaction d'Eurosport. Tom qui connaissait très bien la salle de Bercy, puisqu'il a commenté les Jeux Olympiques quand même, le basket. Oui, c'est vrai. C'est des beaux souvenirs. De très très beaux souvenirs, ça. Et il connaît maintenant comme sa poche cette aréna de la Défense, parce qu'il en a fait le tour. Là, par exemple, Tom, on est devant le cours d'entraînement. C'est ça, qui se retrouve un petit peu au milieu du central et des autres cours. Oui, il y a le central. Enfin, je ne veux pas faire de spoiler, parce qu'il va y avoir un petit sujet coulisses où vous allez découvrir tout ça. C'est expliqué sur le plan, vous verrez ça. C'est finalement très simple. On est entre le central et les cours annexes. J'ai découvert ça comme tout le monde, cette configuration tennis de Paris La Défense Arena. Et je dois dire que c'est assez impressionnant. C'est évidemment beaucoup plus grand que Bercy. Alors après, difficile de faire mieux que le central de l'Accor Arena, qui était irréprochable. Après, celui-là, il a quand même de la gueule, mais il y a surtout ces cours annexes qui sont relativement grands, beaucoup plus grands qu'à Bercy. Donc il y aura beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'ambiance. On sent que le tournoi vit. Là, en ce moment, on a un match qui se joue sur le central. On entend aussi que ça hurle sur le 2 et sur le 1. A priori, c'est forcément mieux. Si on a déménagé, c'est pas par hasard. Moi j'aime bien, je suis assez séduit, c'est assez sobre, j'aime bien le décor, les rideaux, et puis voilà, c'est le début du tournoi, on apprend aussi à s'y faire à tout ça. La vraie plus-value, donc, c'est ces cours annexes et ce cours d'entraînement. On va regarder, Tom, parce que tu es allé faire un tour complet du propriétaire ici à la Défense Arena, et on en reparle juste après. Après 39 ans de bons et loyaux services, c'est fini Bercy, le Rolex Paris Masters fait peau neuve. On tourne la page du POPB, l'Accor Arena, et on ouvre celle de la PLDA.
Paris La Défense Arena. On m'a demandé de bricoler un sujet dans les coulisses de cette nouvelle enceinte. J'ai un niveau, j'ai un mètre, on va voir si tout est aux normes. Suivez-moi. C'est validé. La plus grande salle indoor d'Europe, une salle modulable. Il y a un peu plus d'un an aux Jeux 2024, souvenez-vous, il y avait un grand bassin olympique où Léon Marchand a gagné 4 titres. Oui, bah là maintenant il y a un court central flambant neuf. On pourra attendre jusqu'à 17 500 personnes pour garnir les tribunes de ce central. C'est un peu plus de 2000 de plus qu'à Bercy. Et derrière le fameux rideau, il y a même 3 autres cours de compétition. C'est un de plus qu'à Bercy. Il y a même un cours d'entraînement. Bref, la visite guidée continue, c'est par là. Alors, ces fameux rideaux, 37 mètres de haut, c'est l'équivalent d'un immeuble de 12 étages. Je peux vous dire que ce ne sont pas des rideaux de fortune, ils sont bien lourds, un peu feutrés, occultants, ils ont une capacité d'absorption phonique. Alors évidemment, le son, il va passer d'un cours à l'autre, mais le tournoi va rester vivant en tous les cas. Ils sont sombres, sobres, élégants, ça plante le décor. Je vous parlais de ce cours d'entraînement, regardez comme il est bien caché là, entouré des rideaux noirs. Il y a la gym avec l'espace pour le warm-up des joueurs juste derrière. C'est confort, c'est plus grand, c'est parfait. On est là, cours d'entraînement, la gym, le central, le 2, le 3, le 1. Voilà, c'est bon, vous avez enregistré. Bon, bah, le nouveau plan, c'est ça. Allez. Voilà ce cours numéro 1. 4000 places, il est complètement isolé par des rideaux occultants là aussi. Pour les cours 2 et 3, la vérité est au bout du couloir, derrière le rideau. Ça, c'est le cours numéro 2, c'est le frère jumeau du cours numéro 1 qui est à l'opposé derrière le rideau. Là aussi, 4000 places avec la grande tribune. Juste à côté, il y a le petit cours numéro 3 qui est bien aussi. Ça faisait partie des grandes interrogations, ce rideau, l'insonorisation. Dès le départ, Cédric Pioline nous avait dit qu'ils n'avaient pas trouvé de meilleure solution et qu'il y allait avoir du bruit forcément d'un cours à l'autre. C'est un tournoi un peu plus outdoor ici à la Défense Arena, mais ça fonctionne et comme tu l'as dit juste avant, ça vit. Bah oui, à l'image de mon pop, il a voyagé. Il a voyagé ce pop. On était qu'en qualif, mais en mode tournoi, ça va être encore mieux. Ouais, non, moi j'aime beaucoup. Et puis, alors au début, on s'y perd un peu parce qu'il y a ces fameux rideaux noirs, on a du mal à s'orienter. Bon, une fois qu'on a pris le pli, encore une fois, hein, tout est sur le plan, hein, les gars. C'est votre meilleur ami, le plan. On peut pas se perdre. Mais non, j'aime bien. Après, il faudrait peut-être avoir le retour des joueurs entre le 2 et le 3 qui, eux, sont collés. Donc peut-être pas évident parce qu'il y a ces annonces qui peuvent perturber. Hein. On a d'ailleurs changé les voies d'un cours à l'autre pour ne pas être perturbé par un faute du cours d'à côté. Ah, oui, oui. Bon, par exemple... Ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude. Bah oui. Hein, c'est pas nouveau d'avoir sur ces fameux tournois outdoor des cours annexes, des tout petits cours avec de toutes petites tribunes qui sont collées. Non, moi je pense que de toute façon il faut que ça prenne le pli. Oui. Mais je suis pas trop inquiet. Moi je pense qu'on va s'y faire assez vite. La marque de fabrique de Bercy, c'était aussi son show d'entrée. Là, ça y est, oui. On a eu les premiers lancements de matchs. T'en as pensé quoi, toi ? J'ai vu des gens qui restaient un petit peu sur leur faim, mais il faut laisser le temps au temps aussi. Peut-être qu'on est en rodage, mais moi je trouve que pour une première, parce qu'on vient de voir les premiers matchs, je trouve ça tout à fait satisfaisant. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose. Et quand il y aura vraiment de l'ambiance, les matchs les plus importants, peut-être qu'on va aussi monter en gamme. Je pense que la mayonnaise va prendre. C'est toujours l'occasion de replacer cette petite expression qui, à mon avis, est délaissée un peu en ce moment. Ben, la mayonnaise va prendre, on retiendra ça. Merci Tom. Merci C'était Anne. cool de faire ce tour du propriétaire avec toi et on espère que ça vive autant qu'en ce moment là. On entend, hein. À gauche, à droite, il y a du son qui vient de partout. Là, et n'oubliez pas le plan surtout. Le plan. Pour s'y retrouver. Il est là. Elle n'a jamais disputé le Rolex Paris Masters, mais elle a connu Coubertin. Elle est française et elle est avec nous dans Retour Gagnant. C'est Camille Pain, mesdames, messieurs. Salut Camille. Merci de ne pas avoir donné ma date de naissance. Non, c'est dans ma bio, c'est sympa, c'est sympa. Alors, on est au Rolex Paris Masters. Qui dit tournoi français dit aussi tennis français. Camille, on avait envie de faire un petit point sur le tennis français parce qu'on a perdu Hugo Humbert qui a annoncé son forfait, Arthur Fils l'été déjà. Ça a été une saison compliquée pour les deux. Ce sont les deux leaders du tennis français. Mais il y a un vivier derrière, on va en parler. Pour Hugo, on se doutait un petit peu qu'il serait trop juste physiquement, malheureusement.
C'est vrai que cette blessure, alors qu'il revenait bien, il a repris Jérémy Chardy dans son staff. On se dit, tiens, est-ce qu'il va pouvoir aller défendre avec peut-être plus de confiance cette finale ici à Paris? Et lorsqu'il s'est fait mal, là, on s'est dit, oh, là, c'est quand même pas bon signe. On est triste parce que c'est une surface qui lui va bien, ça aurait pu le relancer. Je pense maintenant, il faut vraiment qu'il voit 2026 comme une nouvelle saison. Hugo Humbert, en tout cas, il s'est rapproché du top 10 l'an dernier avec cette première finale en Master 1000. Une carrière, ce sont des étapes avec parfois des écueils comme cette blessure qu'il peut vivre là aujourd'hui. Donc ça fait partie d'une carrière de gérer ce genre de problème. Donc à lui de rebondir pour l'année prochaine. On est triste, mais comme tu le disais, il y a tellement de joueurs qui ont très bien joué ces derniers temps qu'on se dit tiens ok, il y a nos deux meilleurs, notamment aussi Arthur Fils qui n'est pas là en ce moment, mais en fait il y en a plein d'autres qui sont en train d'être portés les uns les autres vers le très haut niveau. Et oui, Hugo Humbert, finaliste de Paris l'année dernière, donc beaucoup de points à défendre. J'imagine qu'il l'avait. On l'anticipe ce genre de choses, vu que la fin de saison était compliquée. De toute façon, c'est l'ensemble de l'année. Il n'a pas assez bien joué tout au long de l'année. Et ici, il aurait pu avoir un mauvais tableau. Donc je pense que chaque année, on ne va pas faire une finale en Master 1000 parce que l'année d'avant, elle a été validée. Je crois que c'est le concept de ces points à défendre qui a été intégré depuis longtemps chez les joueurs. C'était vraiment un gros coup de la part d'Hugo. L'idée, c'est qu'il soit plus régulier sur l'année pour que lorsqu'il fait un gros coup comme ça, finalement, en termes de classement, il ne ressente pas vraiment la perte. Et ça n'a pas été le cas tout au long de l'année où il n'a pas fait une saison à la hauteur de ce qu'il attendait. Donc c'est pas grave, le tout c'est de se dire allez, on repart sur de bons pieds. Il a ce talent pour aller chercher une place dans le top 10, ça c'est indéniable. Et est-ce qu'il aurait pu faire les choses un peu différemment dans sa programmation, notamment dans la gestion de ses blessures? C'est aussi ça l'apprentissage du plus haut niveau? Alors bien sûr, là on parle beaucoup d'un calendrier chargé. Honnêtement, ça fait des années que le calendrier il est chargé et ça ne change pas. Et ce n'est pas pour ça que tous les joueurs français se blessent forcément. Après, ça fait partie de leur histoire, de leur fragilité. Ça, c'est propre à chacun. Une programmation, c'est quelque chose de très fin. Il faut l'ajuster, le peaufiner avec son entraîneur. Donc peut-être qu'il y a quelques détails qui pourraient modifier, mais grosso modo, il faut jouer tous les gros tournois, les grands chelems, les Master 1000 et il faut être capable de tenir. Et ça fait malheureusement la différence aussi face aux tout meilleurs qui arrivent à enchaîner. Alors on va dire il est fragile physiquement, ça va faire partie de son histoire, à lui de dealer avec ce problème-là en fait. On ne peut pas tout remettre sur le calendrier. Alors, heureusement, on a plein d'autres Français dans ce tableau du Masters 1000 de Paris. Des Français qui ont fait des grosses perfs cette année. Je pense à Terence Atman en Masters 1000. On a Arthur Hinderknecht, évidemment, récent finaliste à Shanghai. Ça aussi, ça donne de l'élan pour tous les autres Français. Corentin Moutet qui est hyper en forme, ça donne envie pour cette fin de saison et puis pour l'année 2026 aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une vraie émulation. On se souvient peut-être il y a 2 ans, ils étaient 10-12 dans le top 100, mais ils étaient plus après le top 50. Dans la deuxième partie. On se disait, ça serait bien qu'avec, il y avait toujours nos leaders qui étaient là, notamment Arthur Fils qui avait explosé. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand on voit Alex Müller, qui était dans le top 40, quand on voit Arthur Hinderknecht là, qui rentre dans le top 30, donc Terence Atman qui fait une demi en Master 1000, ce sont d'énormes résultats. Quand on voit l'adversité qu'il y a, le nombre de joueurs qu'il y a, et puis ce circuit ATP qui est extrêmement homogène. Donc pour sortir du lot à un moment, il faut les enchaîner les bons matchs. Il ne suffit pas de faire un coup face à une tête de série à un moment. Il faut aller gagner face à des gars qui sont 30e, 40e et qui sont durs à battre. Et c'est ce qu'ont fait nos Français. Ils ont tenu physiquement, ils ont tenu mentalement. Et donc je trouve que là, tout ce qui se passe, oui, nos meilleurs sont blessés, mais en fait, c'est ça qui est génial. C'est qu'il y a d'autres joueurs qu'on n'attendait pas, qui grâce à leur travail, à leur maturité, sont allés chercher des résultats qu'on attendait, mais alors pas du tout. Honnêtement, des demi et des finales en Master 1000 là, sur la dernière fin de saison, en début d'année, on se dit non mais n'importe quoi, en venant de ces joueurs-là. Et donc, ils sont pronos, exactement. Et je trouve qu'il y a quand même cet effet de groupe qui a fait que ça a désacralisé peut-être. Pour les leaders, on a souvent dit que le tennis français manquait d'un leader dans le top 10, comme Sinner pour le tennis italien. Mais là, pour le coup, c'est les autres qui ont pris le relais, qui ont enlevé un petit peu de pression à Arthur Fils, à Hugo Humbert, qu'on attendait beaucoup cette saison parce que la saison dernière avait été celle de la révélation, de la confirmation de leur plus belle qualité, toutes les promesses qu'ils avaient données. Là, c'est les autres qui ont pris le relais et ça donne plein d'espoir pour la suite. Et ça peut que faire avancer tout le monde. Et surtout, ce qui est bien, c'est que ce ne sont pas des coups. Quand on voit Arthur Hinderknecht qui bat 2 fois Zverev, qui fait une finale en Master 1000, donc on voit Alex Müller, effectivement, qui a gagné plusieurs titres. C'est installé, c'est du travail, c'est
je pense qu'ils se sentent légitimes maintenant à ce niveau-là. Peut-être c'est un niveau qu'ils trouvaient très élevé. Et puis avec les autres, ils se sont dit, non, finalement, c'est aussi pour moi. Donc tout ça, c'est important dans une carrière. Bien sûr, chacun joue individuellement. Mais il y a quand même un effet de groupe. Ils se connaissent tous très bien, ou des juniors, ou ils s'entraînent ensemble au CNE. Et il y a un moment où, oui, ce phénomène de groupe marche bien. Et c'est ce qui manque chez les filles actuellement d'ailleurs. Ça qui est bien, c'est que malgré les forfaits, malgré les blessures, il y a encore beaucoup de Français dans ce Rolex Paris Masters et on a hâte de voir le parcours qu'ils peuvent bien nous offrir ici dans cette belle et grande nouvelle salle de la Défense Arena qu'on vous a présentée toute la journée dans Retour Gagnant. Merci Camille, merci un plaisir. On se retrouve toute la semaine sur on est là, voilà, pour commenter les matchs toute la semaine. Et en plateau. Donc merci beaucoup et de rien. Bon Rolex Paris Masters. Merci, salut. Et voilà, Retour Gagnant, c'est terminé pour cette semaine. On espère que cette émission un petit peu spéciale vous a plu. On se quitte avec cette victoire d'Arthur Rinderknecht. À l'instant, on a vibré sur Eurosport, sur HBO Max. Ça continue évidemment toute la semaine ce Rolex Paris Masters sur nos antennes. Et n'hésitez pas à réagir à l'émission sur nos réseaux sociaux, sur YouTube. Et on se retrouve mardi prochain pour débriefer tout ça dans Retour Gagnant. Bye bye.